Et je suis désormais ici pour que la Cinémathèque puisse ouvrir plus largement ses collections aux chercheurs en sciences humaines et travailler ensemble sur des projets. Nous sommes donc ravis de vous accueillir dans cet équipement-là. Je ne vous cacherai pas que j'espérais un peu plus de monde. Donc en tout cas, je vous remercie, vous, qui êtes présents, d'être ici pour ce qui est pour nous un baptême. C'est notre toute première séance. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter un documentaire. Ça fait déjà quelques temps que je voulais le programmer. Le documentaire long métrage d'Alain Tyr, film de famille, qui retrace l'évolution de ce genre du cinéma en amateur, qui retrace son histoire esthétique, son histoire sociologique, des toutes premières images d'amateurs qui sont celles des Frères Lumière, et oui, jusqu'à celles que nous produisons aujourd'hui avec nos téléphones mobiles ou autres outils. À l'issue de la séance, nous vous proposons une table ronde, rencontre, débat, qui sera animée par Nicolas Telly. Nicolas Telly est le directeur de la Maison des sciences de l'homme, il est professeur à l'Université Rennes 2 en humanité numérique. Et il est l'auteur en 2002 d'un essai intitulé « Vue à la webcam » qui raconte la production d'images privées par ce médium, la webcaméra. Il aura à ses côtés Alain Tyr, qui est là, juste devant moi, Laurence Bazin de Cinéam. Cinéam est une petite sœur de la Cinémathèque de Bretagne. Elle est dans notre réseau européen inédit Film Amateur Mémoire d'Europe. Et Laurence, elle, recueille toute la mémoire de l'Essonne et en partie des grands ensembles. Donc une mémoire parfois plus récente que celle que la Cinémathèque de Bretagne recueille. Cécile Petit-Vallot, directrice de la Cinémathèque de Bretagne, sera là aussi pour cette table ronde. Donc je vous remercie tous, en tout cas de votre présence. Cette table ronde, elle évoquera la question: que faisons-nous aujourd'hui dans nos pôles d'archives, dans nos cinémathèques, de toutes les images vidéo analogiques et numériques qui ont été tournées depuis les 30 à 40 dernières années. C'est un véritable défi pour nous, avec des problématiques très fortes en termes de conservation et de valorisation de ces nouveaux contenus, nous qui sommes habitués plutôt encore aujourd'hui aux films pellicules, aux films argentiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Alors j'invite Nicolas Telly, qui sera le modérateur de la rencontre à venir. Nicolas... tu pars là. Laurence Bazin et voilà, Nicolas et Alain Tyr, le réalisateur, et Cécile Petit-Vallot, directrice de la Cinémathèque de Bretagne. Voilà, donc cette fois-ci, on va prendre le fil de cet après-midi. Donc bienvenue à la MSH. Effectivement, Jean-François l'a dit, c'est une rencontre qui est initiée avec la Cinémathèque de Bretagne. Bienvenue donc pour cette rencontre qui a pour titre du film Super 8 au Pocket Film, proposé par la Cinémathèque. Alors effectivement, je vais animer cet échange. Comme l'a dit Jean-François, j'ai eu la chance d'observer il y a 20 ans des images capturées dans l'espace domestique par le biais des webcams. Donc c'est ce qui assure ma présence ici, mais je vais essayer d'ouvrir sur d'autres sujets, bien entendu. Donc nous avons le plaisir d'échanger cet après-midi avec trois invités. Alain Tyr, donc réalisateur du film que vous venez de voir. Cécile Petit-Vallot, qui est directrice de la Cinémathèque de Bretagne. Et puis Laurence Bazin, directrice de Cinéam, donc la mémoire filmée de l'Essonne, qui est une association, hein, c'est ça ? Voilà. Donc pendant 1h30 ou 1 heure, on va essayer de voir, je propose d'échanger sur la préservation des films et plus précisément de l'archive privée.
On va essayer de saisir les problématiques que rencontrent les institutions, les associations qui sont chargées de fabriquer ce que l'on appelle la mémoire de demain, si j'ai bien compris. Et fabriquer la mémoire de demain avec des films qui ne sont pas n'importe quel type de films, qui sont des films dits amateurs, films de famille, journal de voyage, etc. Donc il y a différents enjeux, des enjeux de nature technique, vous verrez, de nature financière, professionnelle aussi, peut-être savoir la nécessité d'avoir certains corps de métier, et puis des enjeux esthétiques et scientifiques. Alors, on va essayer d'organiser, j'ai proposé ça aux 3 intervenants, d'organiser le temps de parole peut-être en 4 temps, de revenir sur le film d'Alain Thiers qui propose une vision de ce qu'a été ou ce qu'est le film de famille, donc sur les conditions aussi de réalisation de votre film. Et puis, j'essaierai de vous mener vers autre chose. Je demanderai à Cécile Petit-Vallot et Laurence Bazin de nous expliquer en quoi consiste finalement la mission des cinémathèques et de l'association et quels sont vos outils. Et voilà. Et on abordera un sujet, peut-être dans un 3e temps, qui m'a étonné en préparant cet après-midi. C'est le défi que lancent vos associations et puis à la Cinémathèque, le défi que lance l'image vidéo. C'est un défi qui peut paraître un peu anachronique parce qu'on est plongé dans les images numériques, etc. Mais visiblement, il y a une urgence assez incroyable à traiter. Et on y arrivera, on va montrer tout ça. Et enfin, on abordera l'arrivée aussi de ces images dites encore nouvelles, de ces nouvelles machines de vision depuis l'arrivée du iPhone. C'était en 2007, donc il n'y a même pas 10-11 ans. C'était juste hier. Voilà, donc on va essayer d'avancer comme ça dans l'après-midi. On va revenir sur quelques moments importants et aussi peut-être regarder 2-3 vidéos que Laurence nous a amenées. Et puis, je cherche Jean-François, que Jean-François a aussi amené. Voilà donc le programme d'une certaine manière. J'espère qu'on va tenir le fil et qu'il n'y aura pas de rupture de faisceau. Et puis bien entendu un moment important aussi, le partage avec vous si vous avez des questions aussi et des réactions par rapport à ce qui est dit. Alors donc commençons par le début avec le film qui vient d'être projeté, film de famille. Donc c'est un film extrêmement touchant, mais qui va au-delà de cette approche qui a une véritable presque ambition, j'ai envie de dire scientifique presque, puisqu'il mêle différents niveaux d'analyse, différents niveaux de lecture et de traitement du film de famille. Vous l'avez vu, s'entremêlent des films d'archives, des films de peut-être personnels d'Alain Thiers, et puis des entretiens d'universitaires spécialisés dans le film de famille et autres. Donc la question qu'on a envie de poser tout de suite à Alain Thiers, c'est comment un tel film trouve son origine. Quel est le point de départ pour réaliser, se lancer dans l'aventure de ce film-là? En fait, lors de discussions, souvent, je trouvais que dans le milieu du cinéma, les films de famille étaient un peu le parent pauvre de cet univers et étaient traités un peu comme tel. Donc je trouve que dans l'histoire du cinéma en général, il n'était pas à la place, même si on parle souvent des frères Lumière, du déjeuner de bébé, etc., mais il n'avait pas la place qu'il méritait d'avoir, donc j'avais envie de travailler là-dessus. Et comme je connaissais quelques bribes à droite à gauche, Jonas Mekas, comment il s'en était emparé pour critiquer le cinéma hollywoodien, etc., enfin, cette forme. Mais comme j'avais des bribes comme ça, des idées sur le film de famille, aussi élevées là-dedans, donc j'ai voulu m'y intéresser et voir ce que je pouvais faire avec ça. Et en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à lire le bouquin de Roger Hodin. Et après, je me suis engouffré dans ce truc-là, je l'ai rencontré, et là, il m'a ouvert les portes sur toute son équipe de chercheurs, parce qu'en fait, c'est un petit milieu, enfin, vous vous connaissez tous, j'ai bien vu que vous connaissez tous, en France et même au-delà, tous les gens qui bossent sur cette matière, des films de famille. Donc, une fois que je me suis engouffré là-dedans,
ça m'a passionné, quoi. Bon, en fait, c'est aussi simple que ça, mais au départ, c'est vrai que c'est une sorte de révolte en disant mais pourquoi à chaque fois il y a une espèce de snobisme où on ne le met pas vraiment à sa place, quoi. Faut le mettre là. Surtout qu'on cinéaste, je dis on entre guillemets, on s'en inspire tous aussi. À la limite, je vais être un peu provocateur, mais dans À bout de souffle, quand Belmondo il fait un face caméra, je me demande si ça vient pas aussi, sans qu'on le dise, d'une culture du film de famille. Donc, alors que ça n'avait jamais été fait, enfin si ça avait été peut-être fait avant, mais voilà, il y a des choses qu'on utilise et je trouvais qu'on ne remet pas à sa juste place ce qu'il a apporté, ce que toute cette matière, même, je dirais, la matière organique même de la pellicule, du film de famille, avec ses défauts, etc., comment ça a été récupéré dans les cinémas. Enfin, on ne rendait pas à sa juste mesure ces lettres de noblesse au film de famille. Et j'y mets quand même des lettres de noblesse. En fin de compte, c'est pas que, oui, non, mais c'est des images sans queue ni tête qui sont toutes pourries. Pour moi, c'est bien au-delà de tout ça. Donc j'ai voulu. C'est un essai. Hein. C'est vrai que on voit bien que là, j'ai ouvert le champ assez large. J'aurais pu me contenter, mais c'était pas mon propos de départ. J'aurais pu me contenter de me dire. Mais comment les cinéastes se sont emparés de cette forme de film de famille dans leur cinéma. Bon, là, c'était un angle précis. Mais non, ça m'a vraiment intéressé d'élargir pour qu'on se pose des vraies questions et aussi l'évolution de la famille. Ça aussi, ça m'a intéressé. En fait, c'est-à-dire on a tous grandi avec... Enfin, nombreux ici, on a grandi dans une société un peu patriarcale, même si on la voit évoluer, bouger. On voit bien que les enfants aussi ont une autre place, une autre prise de parole aujourd'hui. Donc c'est aussi tous ces aspects-là. Donc c'est vrai que ça brasse large. Mais donc oui, donc c'est une approche, une enquête hein, presque que vous conduisez. Et comment avez-vous été amené à chercher certains films dans les archives, dans les fonds d'archives? C'est en discutant avec les universitaires ou en explorant vous-même ces fonds d'archives-là? Alors en fait, non, c'est en cherchant dans les fonds et suivant ce que je recherchais précisément, je trouvais des choses qui pouvaient illustrer le propos des universitaires ou des séquences comme l'étoile jaune. Bon, ouais. Cette séquence-là, c'était pas dit par un universitaire, mais celle-là, quand j'ai été voir les fonds au Forum des images, elle m'a dit, mais ça c'est unique parce que tu ne verras jamais. Et d'ailleurs, elle n'est jamais utilisée cette image dans les fonds quand on parle de l'occupation, de trucs, parce que la femme sourit. Et donc là, j'ai trouvé que cette image extraordinaire, comme elle n'était jamais utilisée, dans mon film, elle pouvait l'être, parce que moi, je ne parlais pas de l'occupation, ni de tout ce qui s'était passé de dramatique, etc. Mais je voulais quand même montrer qu'on était aussi en famille pendant cette période. Enfin, vous voyez, donc c'est des petites perles comme ça qu'on trouve à droite, à gauche, qui ne viennent pas forcément d'un discours, qui sont plutôt d'un ordre émotionnel aussi. D'accord. Parce que votre film dit quelque chose aussi de très intéressant sur les pratiques, on va dire, contemporaines de certains cinéastes et réalisateurs, c'est d'aller puiser finalement dans des fonds d'archives, dans des collections. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui vous guide quand vous êtes en train de chercher dans ces fonds-là, quelle est la thématique? Les premiers films en lumière, d'accord, on comprend, etc. Mais après, il y a des films liés à des simples voyages, des films de vacances, etc. Comment avez-vous sélectionné finalement ces extraits-là? Je savais que de toute façon, par thématique, le film qu'on fait dans le lieu où on habite, il est intéressant. Bon, comme je suis né dans la banlieue parisienne, je me suis focalisé sur les images d'archives sur Paris. C'est pour ça qu'on voit l'expo internationale. Après, j'ai été comme tous les enfants, parti en voyage avec les parents, quand même de sa caméra. Donc après, je me suis intéressé aux gens qui partaient avec leur caméra, mais qui ont été beaucoup plus loin que moi j'ai pu aller ou que mon père a pu aller. Donc, voir à quelles époques ils avaient fait ça. Enfin, je me suis intéressé aux couches sociales aussi par rapport
aux différents équipements qu'ils pouvaient utiliser, 16 mm. Ils partaient 1 an en voyage pour filmer, pour leur loisir, tout ça. Enfin, vous savez, c'est un peu parce que chaque thème filmé, comme le chat, qui est filmé avec un téléphone portable, tout le monde filme ses animaux. Vous voyez, c'est des thématiques qui reviennent dans le film de famille. Les voyages, les animaux, le chien qu'on aime bien. Bon, là, on voit pas comment le chanteur Brassens avec son chien, mais il y a voilà, tous les gens qui ont une caméra dans leur famille, ils filment l'amour qu'ils ont pour leur animal. Enfin, c'est des thèmes récurrents. D'accord, mais la question, elle allait aussi dans le sens où vous avez choisi effectivement des chanteurs, il y a Gainsbourg. Enfin, comment avez-vous essayé de construire en fait ce film? Parce qu'on passe de films de famille qui sont de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie d'une certaine manière. Après, on va vers le plus grand nombre. On a aussi les vedettes, sans aller vers la vidéo pour l'instant, si on reste simplement dans le film sur support argentique. Est-ce que vous êtes allé chercher... Enfin, j'ai envie de savoir comment vous avez cherché, tout simplement. Pourquoi aller chercher les archives de Jane Birkin, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé, quoi, en fait? C'est une question un peu dure, un peu ouverte. Oui, je crois qu'il y a aussi dans notre boulot une part de hasard. Ouais. On tombe sur une archive qui nous touche. Moi, j'aime bien Gainsbourg, donc voilà, j'aime bien Brassens. J'aurais pu choisir... Enfin, je sais pas. On tombe aussi, des fois, sur des choses qui nous touchent. Et d'ailleurs, on ne connaît pas les fonds. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Par exemple, l'autre fois, j'ai été vous voir là, à Brest. Le film était projeté à Brest. Et les gens de chez vous me disent, mais on a dans nos archives des films qui ont été tournés par le père de Jane Birkin sur son retour après-guerre pour voir les gens qui lui faisaient passer de nuit des résistants qu'il évacuait sur l'Angleterre. Mais comme c'était la nuit, il n'avait jamais vu les visages de ceux avec qui il bossait. Et donc, ils me disent, on a ça, enfin, il y a des perles. Partout, dans toutes les cinémathèques en région, il y a des perles, mais nous, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que là, j'étais sur Paris, donc j'étais voir les fonds à Paris. J'aurais eu une thématique sur une région. Je cherche en région. Enfin, si j'ai une thématique en Bretagne, je vais chercher en Bretagne. Sur les pêcheurs. Je sais qu'il y a un très beau film sur les pêcheurs qu'une réalisatrice a fait, là. Que des images de famille de pêcheurs. Pas que de famille, c'est Dans leurs yeux, je pense, de Séverine Vermersch. Ouais. C'est la vie des marins filmée par eux-mêmes. Filmée par eux-mêmes. C'est les marins qui emmenaient des caméras en mer. Donc, elle n'a pas pris le point de vue des familles pour l'instant. C'est vraiment leur métier, puisque le film amateur, c'est pas que du film de famille, c'est aussi des gens qui filment leur métier, et c'est le cas pour ce film-là. Voilà, en fait, quand on cherche, on trouve des trucs, et après, on voit aussi des choses qui nous inspirent pour d'autres films. Par exemple, on se dit, bah, tiens, ça, je me rappelle qu'il est là. Par exemple, au Forum des Images, j'avais vu le grand studio de tournage allemand filmé par un amateur, alors qu'on n'arrive pas à trouver des images d'archives sur ce studio en Allemagne, donc d'avant-guerre, je veux dire. Bon, voilà, donc c'est une découverte. Hein. Enfin, c'est comment, je veux dire, il faut y passer du temps et puis il faut se laisser aller. Je sais pas, Tout à fait, oui. C'était le sens de ma question, en fait. C'était la dérive, peut-être, à travers ces archives, en fait. Pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre, et voilà, parce que il y a une sélection malgré tout. On voit une sorte de boucle aussi du film avec des scènes qui se répètent. Hein. L'enfant qu'on est en train d'essuyer, de laver, etc. Voilà. Mais les animaux, moins présents, par contre, quand même, je pense, plus dans la vidéo, mais moins dans les films argentiques. Il y en a beaucoup dans les films argentiques, ça fait partie effectivement des sujets un peu récurrents. Ouais, c'est un choix qui est assez écarté. Voilà. Ok, merci. Donc, de toute façon, on va revenir après sur les questions aussi de vidéos et de films avec téléphone portable. Peut-être en arriver à la présentation, Cécile Petit-Vallot, des missions de la Cinémathèque en quelques mots, parce qu'après on va enchaîner, mais quelles sont les missions de la Cinémathèque, quels sont les outils utilisés, et puis je poserai la même question à Laurence Bazin.
Alors là, pour ce qui est de la Cinémathèque de Bretagne, les missions, j'ai envie de dire qu'elles sont les mêmes pour toutes les cinémathèques en quelque sorte. C'est la collecte d'un matériau filmé, quel qu'il soit, que ce soit de la pellicule, du film, aujourd'hui de la vidéo et peut-être, mais ça on y viendra, du numérique. La conservation de ces films, éventuellement la restauration si on en a les moyens. Après, toutes les cinémathèques n'ont pas les moyens de le faire. Et la numérisation de ces films pour stockage et conservation longue durée. Et puis la valorisation de ces films auprès du public. Alors, il y a plein de façons de les valoriser, que ce soit en salle, en projection. Mais aujourd'hui, alors, on est membre du réseau Inédit qui s'intéresse, donc, qui regroupe les cinémathèques qui font du film amateur, donc du film de famille. La Cinémathèque de Bretagne a été pionnière en France pour la collecte du film amateur. Alors je vais employer, là on a une thématique film de famille. Le film amateur, c'est plus vaste que le film de famille. Il y a eu de la fiction amateur, il y a eu du documentaire amateur, des gens qui filmaient des événements, des fêtes locales, des événements religieux. Il y a des gens qui ont filmé leur métier. À la Cinémathèque de Bretagne, on a un site internet sur lequel vous avez une collection qui s'intitule Mémoire du travail, qui regroupe à peu près 1 millier de films qui sont en accès libre. Voilà, donc aujourd'hui il y a aussi la mission donc de valorisation, que ce soit donc en salle, que ce soit sur internet. Aujourd'hui, nous on a 5000 films en accès sur notre site. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et puis on les intègre dans du spectacle vivant, des ciné-concerts, on peut les intégrer dans des expositions, dans des musées. Enfin, il y a plein de formes de valorisation qui sont presque plus faciles pour du film amateur que pour du film de répertoire, on va dire, où l'issue, c'est effectivement la projection. Quels moyens? Alors c'est pareil, les cinémathèques, elles ont des formats très très différents. Nous, par exemple, on a un service technique qui nous permet, même si c'est 2 personnes et un télécinéma, le télécinéma permettant de passer le film argentique sous forme vidéo puis numérique. Il y a des cinémathèques qui externalisent le traitement technique, alors que nous, on a le moyen de le faire on fait ce qu'on appelle les formats substandards, c'est-à-dire les formats amateurs qui vont jusqu'au 16 mm. Par exemple, on n'est pas équipé, nous, pour traiter le 35. Voilà. Et puis, en termes de moyens, oui, nous, les cinémathèques ont aussi des territoires. Nous, c'est la Bretagne, c'est les 5 départements de la Bretagne historique, puisque donc on est basé à Brest, on a une antenne donc à Rennes dont s'occupe Jean-François, on a une antenne à Nantes, mais les collections sont regroupées à Brest. Et aujourd'hui, après 30 ans d'existence, la Cinémathèque de Bretagne a à peu près 30 000 éléments répertoriés dans sa base de données, quelques milliers d'autres qui sont encore à traiter, et on collecte encore tous les jours. Laurence Bazin Oui, Jean-François nous a présenté comme la petite sœur de la Cinémathèque de Bretagne. Je pense que c'est tout à fait juste. La fondatrice, donc moi je m'occupe d'une association qui s'appelle Cinéam, qui fait le même travail mais avec de plus faibles moyens. Mais nos missions sont les mêmes, la collecte, la sauvegarde, la numérisation et la valorisation de ces films. On a essentiellement du coup, sans doute plus que la Cinémathèque de Bretagne, vraiment du film de famille, hein, même si on a quelques, effectivement, films de fiction et reportages amateurs. Mais l'essentiel de notre fonds, c'est surtout quand même du film de famille. La créatrice de l'association avait en fait lu un article sur la Cinémathèque de Bretagne, qui sont vraiment les pionniers en matière de collecte de films amateurs. Et donc, prenant exemple, sur la Cinémathèque de Bretagne, elle avait commencé à collecter des films sur la région de l'Essonne. Donc l'Essonne, c'est au sud de Paris. Donc on collecte sur, disons, le sud de l'Île-de-France. Et voilà, nos plus anciens films, notre plus ancien film date de 1923, hein, c'est indiqué c'est mentionné dans le film d'Alain Thiers, La naissance du pâté baby, donc le premier format amateur. Et nos plus récents vont jusqu'à la vidéo, nous en reparlerons. Et pour les valorisations, je ne vais pas répéter, hein, on fait vraiment à moindre échelle, puisqu'on n'est que 2 dans notre structure, mais on fait des projections, des expositions, des ciné-concerts, etc. Voilà. Mais donc, parce que Roger Hodin m'a souvent parlé, Roger Hodin, c'est celui qu'on voit dans le film, là, qui a écrit le premier, je crois, un des premiers sur le film de famille.
Donc il me disait, c'est les années 80 ou c'est 1979, la Cinémathèque de Bretagne? Officiellement, c'est 1986, puisqu'on a fêté nos 30 ans là, en 2016. La collecte avait démarré avant. André Colleux, qui est donc le cofondateur de la Cinémathèque de Bretagne, et qui est celui qui a eu l'idée, qui a eu l'envie, qui a identifié que dans le cinéma amateur, il y avait une archive qu'il convenait de collecter et de sauvegarder. Donc c'est vraiment André Colleux qui a servi de modèle à plein de gens. Il avait commencé à collecter, je pense, au début des années 80, voire avant. 86, c'est une date un petit peu officielle. J'ai retrouvé le nom du film dont je parlais tout à l'heure, La vie filmée des Français, qui était une série qui avait été produite fin des années 70 à partir de films amateurs. C'est un peu je crois, la première fois où la télévision s'est intéressée aux films amateurs comme source historique, sociologique importante. Et auquel Agnès Varda avait participé, c'est pour ça. Non, je voulais juste dire qu'en fin de compte, tout à l'heure, je parlais j'ai terminé mon truc en parlant du père de Jane Birkin qui avait fait bon. Mais en fait, là, c'est des noms qui emmènent tout le monde, évidemment. Mais nous aussi, quand on fait des films, on a besoin. Vous voyez bien, dans mon film, il y a aussi des images du quotidien. Enfin, le bébé qui se fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne faut pas croire que un dépositaire, il se dise bon, ben moi, ça intéresse personne. C'est mon quotidien. De toute façon. Il n'y a rien, ça vaut. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est énorme le nombre d'informations qu'il y a dans patrimonial qu'il y a dans un film, la manière dont les gens vivent, suivant où ils sont, les objets qui les entourent. Enfin, donc je me rattrape un peu en disant qu'il n'y a pas. J'ai mis des stars, mais j'ai mis autre chose aussi. C'est-à-dire que voilà, non, je voulais pas que les gens interprètent ça comme. Donc c'est important. La matière même du film de famille, des archives familiales, est importante. C'est ce que dit Roger Audin, quoi. C'est le film qui passe au statut de document aussi pour les chercheurs. Mais il y a un outil peut-être sur lequel il faudrait revenir, c'est cette base de données qui vous est commune, hein, enfin, me semble-t-il. Oui. Alors c'est justement donc là une base de données qui a été créée par la Cinémathèque de Bretagne, qui s'appelle Diaz. À l'origine, elle s'appelait Claskatao, qui est, ça veut dire je collecte en breton. Je me demande si c'était pas le nom du professeur Tournesol dans les aventures de Tintin en breton. Je cherche, ça veut dire cherche toujours, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui elle s'appelle Diaz et donc on a créé l'association Diaz Interregio qui réunit aujourd'hui 15 cinémathèques utilisatrices de la même base de données Diaz, qui est donc dédiée aux films amateurs. Et on a créé un thésaurus commun au fil de nombreuses séances de travail. On est parce qu'on a des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Ciné-Archives à Paris, qui regroupe les archives du Parti communiste français, se moque un petit peu éperdument de nos problématiques de coiffe et trouve qu'il y a beaucoup de coiffe dans le thésaurus. Nous, on est très surpris quand on regarde le glacier dans les cinémathèques des images de montagne. Il y a un nombre de noms techniques définissant les glaciers. Tout à fait. Voilà, et inversement, le mot RER, on était les seuls, quand même, en cinémathèque de la banlieue, à utiliser ce terme qui n'existait pas dans le thésaurus jusqu'à maintenant. Donc effectivement, il faut faire un travail d'harmonisation du thésaurus. Chaque cinémathèque a un peu ses spécialités. Il y a la cinémathèque Simone de Beauvoir à Paris qui regroupe toutes les archives de films féministes. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de travail pour harmoniser un peu le thésaurus, mais c'est très important qu'on utilise les mêmes, pour les documentalistes, qu'on utilise les mêmes façons de classifier nos films. Voilà, vous utilisez une très belle expression. C'est un film non documenté est un film perdu. Alors c'est pas moi qui, l'expression est pas de moi à l'origine, elle est de Pascal Lemeur, qui est notre responsable d'antenne à Nantes, qui m'a dit ça un jour.
Mais un film non documenté, un film perdu. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans le film, on peut toujours lui donner un numéro dans notre base de données. On ne pourra rien en faire, ni pour les chercheurs, ni pour de la diffusion, ni pour de la vente d'images. Voilà, s'il n'est qu'un numéro, voire un titre dans une base de données, il ne peut avoir aucune utilisation. Donc nous, c'est notre grande... Quand je dis par exemple qu'on a 30 000 films répertoriés dans la base de données de la Cinémathèque, sur ces 30 000, il y en a encore 5 à 6 000 qui ne sont pas documentés. Voilà, parce que c'est du travail de longue haleine. C'est un travail de fourmi, de très longue haleine, Ouais. très peu valorisé par nos financeurs. C'est-à-dire que nos financeurs nous demandent des valorisations, de projeter les films, mais pas ce travail de fourmi, de les indexer. Donc nous, par exemple, toute petite association, on n'a jamais eu de base de données. Les films n'ont pas été indexés pendant 15 ans. Donc ça veut dire qu'on a 500 heures d'archives qui n'étaient pas du tout indexées. On a adhéré à Diaz grâce à l'ouverture de cette base de données à des plus petites structures il y a 2 ans, et voilà, depuis 2 ans on indexe pour effectivement justement que les films soient documentés et puissent exister de cette manière. Il y a une autre dimension aussi pour la documentation, c'est ce que vous faites, Laurence Bazin, c'est de filmer, en fait, d'interviewer les dépositaires. Hein. Oui, alors moi j'essaye de faire, on a moins aussi de volume à traiter que la Cinémathèque de Bretagne, du coup j'essaye de faire systématiquement un entretien audio avec la personne qui nous dépose les films, que ce soit le cinéaste lui-même ou ses descendants, ses proches, quand le cinéaste lui-même n'est pas là. Et c'est vrai que c'est un travail que je fais à double titre, c'est-à-dire évidemment c'est une manière très précise d'enregistrer un maximum, de contextualiser le film au maximum, où on est, qui filme, à quel moment, où on en est dans l'histoire de la famille, dans le parcours de la famille, etc. Donc pour documenter le film, c'est important. Et pour les valorisations, moi c'est une forme de témoignage qui, je trouve, accompagne beaucoup, au mieux ces images. C'est-à-dire que ces images sont la plupart du temps muettes. C'est vrai que projeter de l'archive muette, c'est pas toujours, ou alors il faut inventer des dispositifs de projection participative qui peuvent fonctionner aussi. Mais si on veut les projeter, alors il y a la possibilité du ciné-concert pour la musique, mais sinon, comme parole, je trouve que c'est des images, comme on le voit, intimes, fragiles. Moi, j'ai fait plusieurs expériences et je trouve que ce qui valorise le mieux et accompagne le mieux ces images, c'est vraiment les paroles intimes de ceux qui les ont faites. J'avais essayé quand on a réalisé le film, ils ont filmé Les Grands Ensembles, qui était un documentaire télévisuel. J'avais essayé avec des paroles d'experts, entre guillemets, donc une historienne, un spécialiste du cinéma, etc. Et je trouvais que ça se desservait, les deux. Ça dévalorisait la parole du spécialiste et la parole du spécialiste ne donnait pas vraiment la dimension la plus juste à cette image. Il y a des exceptions, bien sûr, mais voilà. Globalement, je trouve que c'est cette parole intime qui accompagne le mieux cette image intime. C'est ce qu'on retrouve un peu dans votre film, avec une dimension encore supplémentaire, c'est que vous avez réussi à faire un film à la fois artistique, cinématographique et académique et universitaire sur le film de famille. Enfin, c'est un peu la réaction de Roger Hodin, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est-à-dire que Roger Hodin, il m'a avoué à la projection, parce qu'on a fait une projection à la Sorbonne, il m'a dit, mais j'ai toujours rêvé de faire un film sur ma thématique de recherche, mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Enfin, je veux dire que le problème, c'est toujours de faire un film de spécialiste. C'est un peu... Bon. Donc là, je suis un peu d'accord, il faut qu'il y ait... Ce qui touche les gens, c'est l'intime, c'est comment on aborde l'intime. Donc, moi, j'ai réussi à mettre ces ingrédients-là dans le film, mais sans abandonner les universitaires. Je ne suis pas du tout issu du milieu universitaire, mais voilà, pour moi, étant donné que c'est des gens qui ont travaillé de manière pointue, une petite équipe qui n'est pas forcément valorisée, qui a quand même son mot à dire. Je ne voulais pas me réapproprier, parce que souvent on peut faire ça aussi. Hein. Moi, je lis leurs bouquins, je les ai lus. Je peux construire une voix off en disant bon. Mais là, je trouvais que c'était quand même leur rendre hommage. Voilà. Bon. Quand je parlais des spécialistes, justement, je pensais moi à des urbanistes ou des architectes, donc pas forcément des gens qui... Là, ils parlent vraiment du film de famille, donc on est vraiment... Il y a une jonction évidente. Enfin, voilà, ça marche très bien. Ouais, mais même, on pourrait se contenter. Parce que nous, réalisateurs, quand on écrit un film, on peut lire 36 000 bouquins et puis s'approprier ce qui est dit, analyser, peut-être retransformer
avec sa propre conviction et réécrire, mais quand même puiser dans un certain nombre de recherches. C'est notre boulot aussi. On peut s'approprier des choses. Bon, là, je m'étais dit, c'est dangereux parce que du coup, je mêle un peu tout. Enfin, c'est-à-dire, mais c'est pas grave, je vais essayer. Et en fin de compte, je leur donne pas la parole trop longtemps. Ils sont assez courts, les interventions, elles sont assez courtes. Mais par contre, bon, je trouvais que ça fonctionnait quand même. Et puis c'est un film dans lequel ils se reconnaissent, visiblement. Ils se reconnaissent. Oui. Alors ça me permet de revenir aussi vers un autre outil peut-être, et c'est du côté de la Cinémathèque de Bretagne. Il y a un conseil scientifique. En fait, c'est peut-être un outil important aussi dans l'organisation de la collecte, la création de mots-clés, etc. Le conseil scientifique est assez récent. Contrairement au musée, c'est pas quelque chose d'habituel. Je sais que la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain vient de créer le sien. Nous, on l'a créé il y a 2 ans parce que précisément, il y a des tas de questions qui se posent aujourd'hui de choix de collecte. Qu'est-ce qu'on collecte? Qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce qui va constituer le patrimoine de demain? Qu'est-ce qui mérite d'être conservé? Au tout début de la Cinémathèque, on collectait tout. L'idée, c'était d'amasser et on était à l'époque en argentique. Aujourd'hui, d'abord, il y a eu l'arrivée massive de la vidéo dans les années 80, donc qui nous pose encore aujourd'hui un gros problème de traitement. Et puis alors maintenant, avec l'arrivée du numérique et le robinet à images qu'on a en permanence, il faut qu'on ait une espèce de ligne éditoriale, il faut qu'on priorise les choix, les thèmes, ça pose des problèmes énormes. Et aujourd'hui, les collecteurs, donc, qui sont au nombre de 3 à la Cinémathèque de Bretagne, sont pour l'instant sur des choix subjectifs de collecte, sur lesquels aujourd'hui ils ont besoin qu'il y ait une ligne directrice assez essentielle. Et d'ailleurs, il y a un membre de notre conseil scientifique dans la salle, en la personne de Gilles Olivier. Qui compose ce conseil scientifique? On y retrouve, j'imagine. Alors, justement, des universitaires, un membre éminent de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, des historiens, du cinéma amateur, des conservateurs de musées, un membre, la directrice des collections du Centre national du cinéma, une spécialiste de la restauration photo, par exemple, donc un regard aussi sur des approches techniques qui sont peut-être un peu différentes, mais qui se retrouvent, des réalisateurs qui utilisent l'image d'archives, qui ont utilisé, qui ont un intérêt pour cette image dans leur réalisation, voilà, pour avoir des regards très, très diversifiés. Mais c'est vraiment une question, je trouve, très très compliquée à trancher pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait patrimoine ou pas? Et je prenais l'exemple des films de mariage. Les films de mariage, évidemment, on en a beaucoup dans nos fonds des films de mariage, parce que c'est quand même la figure essentielle du film de famille. Mais on a travaillé avec la Maison de banlieue de l'architecture sur l'histoire des mairies en Essonne. Il y a sur 100 bâtiments de mairies en Essonne, et on les avait quasiment toutes, les mairies en question, dans les films de famille. Et on avait l'évolution de la mairie école, la mairie des années 70, etc. L'évolution, évidemment, des modes vestimentaires, des voitures, au fur et à mesure de... On n'avait pas d'ailleurs que des mariages pour parler des mairies, mais enfin, on en avait beaucoup. Donc, même cette fameuse figure du mariage, dont on se dit, bon, est-ce qu'on va prendre ce film? C'est encore le énième film de mariage. Regarder avec un œil de sociologue, d'historien, etc., on va y voir d'autres choses. Donc, c'est vraiment, je trouve, extrêmement difficile aujourd'hui de se dire, alors qu'est-ce qui va être intéressant demain, qu'est-ce qu'on garde pas. Alors après, il y a les moyens techniques, la limitation technique des moyens. Nous, on a évidemment des exigences de territoire, mais encore qu'on posait la question tout à l'heure, est-ce que le film de vacances, le film de voyage, qui n'est pas tourné sur nos territoires, il est intéressant sociologiquement, parce que telle famille, elle est partie en Chine ou pas, elle a filmé en Chine ou pas. Ça fait partie de l'histoire de la famille.
Et donc sociologiquement, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment compliqué, effectivement, de se dire. Alors c'est intéressant ce conseil scientifique de savoir si ça a fait avancer ces questions-là, parce que moi, effectivement, je décide un peu toute seule. Même si on ne pourra pas répondre par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, le film de famille, on en prend beaucoup moins. Les bébés au bain ou les premiers pas, etc., on en a énormément. On ne les prend plus aujourd'hui, sauf s'ils ont effectivement un intérêt historique, si le pique-nique en famille, il a lieu dans un paysage qui aujourd'hui a complètement changé. N'empêche qu'il y a quelques années, il y a eu une demande de recherche, par exemple, sur les nourrissons de 0 à 3 mois. On nous a demandé tous les films qui retraçaient la façon dont on s'occupe d'un bébé en 1930, en 1950, en 1970. Et on avait énormément de matière à fournir. Et aujourd'hui, je suis plus sûre qu'on prendrait ces films-là parce qu'on en a trop, alors qu'en fait, ils peuvent avoir, dans longtemps, un intérêt historique ou sociologique. Là, on est resté sur toujours le film pellicule, hein, c'est ça, hein, pour l'instant, là, dans la discussion. Je sais Presque. pas, Presque. Vous mordez un peu la ligne. Non, parce que justement, moi, j'ai rencontré un problème quand j'ai tourné ce film. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis, tiens, puisque le psychanalyste, il parle des selfies et tout ça, je vais demander à mes fils qui m'envoient des selfies. Et donc, ils me disent, mais parce que eux, ils ont pratiqué les selfies, mais au début, c'est-à-dire qu'il y a quelques années maintenant, le début des selfies, et les années passent vite sur les pratiques des jeunes. Des jeunes, parce que moi, je suis pas forcément toutes les applications qui sortent sur iPhone, et je suis pas tout le truc. Donc, je m'étais pas rendu compte. Et en fin de compte, quand je leur demande, envoyez-moi quelques selfies pour mon film et tout, que vous avez fait, ils me disent, nous, je sais pas où c'est, on en a plus, on fait plus ça, on est passé sur une autre appli, on fait je sais pas quoi, le truc, la photo qui disparaît au bout de 5 secondes, enfin, je sais plus ce que moi. Voilà. Donc j'ai pris conscience qu'à un moment donné, le selfies, que leurs archives, en tout cas, elles étaient en train de disparaître. Ils m'en ont retrouvé quand même quelques-uns, mais je me dis, c'est marrant parce que ça retrace une époque, une pratique, une époque. Et ça va beaucoup plus vite que nos films Super 8, parce que là, sur les films Super 8, les Pâté Baby, bon, ça a duré des années. Aujourd'hui, ça va très vite, les pratiques, j'ai l'impression, enfin, c'est un ressenti. Hein. Oui, mais c'est juste ce qui est dit dans le film, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette idée de faire ça pour garder une mémoire. Alors que, pour moi, l'arrivée de la vidéo, finalement, change pas... Enfin, ça change évidemment beaucoup en termes techniques, en termes de durée de film tourné, parce qu'en vidéo, on accumule beaucoup plus qu'en argentique. Mais au niveau de l'esthétique et de l'ambition du film de famille, enfin, de l'enjeu, moi, je vois pas trop encore de différence entre, mettons, le V8, la DV et l'argentique. Par contre, le numérique pur, enfin, je veux dire, là, vraiment, l'iPhone, etc., là, c'est ce qui est dit très justement dans le film. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus cette idée de filmer pour la mémoire de la famille. C'est de l'instantané pour transmettre, pour échanger avec l'autre. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'autrement, parce que je pense qu'il faut quand même revenir à cette idée de... Enfin, voilà, le film de famille, c'est peut-être une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Enfin, c'est ce qui est dit dans ce film. Mais mis bout à bout, c'est aussi l'histoire d'une société, d'un paysage, d'un territoire, etc. Et je pense que vous avez un super exemple à nous montrer, Laurence Bazin, sur le paysage en Essonne, et plus précisément l'arrivée des grands ensembles. Donc c'est un court extrait de 4 minutes qui justement juxtapose 4 extraits de films amateurs tournés par des habitants de ce quartier de l'Essonne qui s'appelle la Croix-Blanche à Vigneux-sur-Seine, un grand ensemble construit dans les années 60. Et donc on voit à la fois l'histoire de l'urbanisme en banlieue, de la construction à la démolition de ces tours, à travers 4 formats amateurs.
Là, il devrait y avoir du son normalement. Et tout le monde, hein, dans les années 60, donc ils ont fait ces tours de 23 étages. Ça, c'est dans les premiers films que j'ai fait. Les premiers films. Ça, c'est moi. C'était en 75. Le directeur que je travaillais avec lui à 10 ans, Jean Villiers, il m'a appelé. Il m'a dit, je vais te trouver un appartement si tu viens travailler ici chez moi. L'appartement, c'est moi qui vais le trouver tout de suite. J'étais d'accord. Je travaillais 8 jours. J'avais l'appartement ici dans les tours. Quand j'ai vu les tours venus, j'ai dit, c'est le paradis, parce qu'il y avait l'espace et tout ça. Et là, j'ai pris un appartement à la tour 22. Et je suis venu ici, c'était bien, on était tous contents, les gens ils se connaissaient entre eux, on s'occupait de rien, on a l'eau chaude, l'eau froide, tout bien. Les tours, c'était bien, on était contents. J'ai connu mon mari au Portugal en 1980. Et après, on s'est mariés en 82. Et c'est comme ça que je suis venue en France. Tu t'es marié, tu viens dans un endroit que tu ne connais même pas. Tu étais inconscient, ils me disent. Quand vous êtes mariés, vous saviez que vous avez... Oui, je savais. Je savais, mais je ne connaissais pas la maison. Hein. Je l'ai découvert en arrivant. Voilà, donc là, sur le même lieu des 7 tours qui sont aujourd'hui toutes démolies sauf une, on avait voilà, à la fois du 16 mm, du Super 8 et 2 formats vidéo entre 67 et 2011. Vous donnez une deuxième vie aux films amateurs ou aux films de famille, d'une certaine manière, puisque vous êtes en train de les recontextualiser, peut-être. On ne regarde plus la vie de la famille, mais ce qu'il y a autour. Oui, là, j'ai vraiment sélectionné vraiment là-dessus, hein, parce que sinon, moi, j'ai gardé aussi justement la vie de la famille à côté. Hein. Voilà, parce que ce qui est frappant, c'est que notamment avec l'arrivée de la vidéo, on a une image d'abord qui est datée, et ensuite, c'est totalement, enfin, excusez-moi, mais inintéressant si c'est le film pour le film, parce qu'on voit des bouts, on se dit, mais là, vous l'avez recontextualisé dans cette histoire des grands ensembles, et ça pose la vraie question de qu'est-ce qui est pertinent de conserver ou pas, parce que ces bouts de films, de vidéos où il ne se passe rien. Si ce n'est de filmer, on ne sait pas très bien, un bout de clocher, etc. Ça n'a pas de sens comme ça dans un premier temps, mais dans une perspective de patrimonialisation et puis après d'archives futures pour les chercheurs, ça a beaucoup
de sens. C'est peut-être une des grandes problématiques et grandes difficultés que vous rencontrez à la Cinémathèque. Vous l'aviez dit tout à l'heure, tout est potentiellement intéressant. Ou pas, non. Parce que là, il faut s'interroger à chaque fois. Après, sur des films comme ça, nous, on a aussi pas mal de... Là, il y a quand même quelqu'un qui a filmé pendant 50 ans son quartier. Nous, on a aussi... Il y a des cinéastes amateurs qui ont vraiment fait une œuvre de documentariste dans l'idée d'être les témoins de leur quartier, d'une activité. Nous, on a un monsieur qui s'appelle Monsieur Chantreau, qui habitait à Camaret, qui filmait les chantiers navals devant chez lui, qui a filmé des constructions de bateaux. Et quand lui-même était en mer, parce qu'il était radio de marine marchande, il laissait la caméra à sa femme, qui était chargée de continuer à filmer le chantier du bateau pour surtout ne manquer aucun épisode. Et ils ont fait ça pendant... il a presque 100 ans aujourd'hui, je crois. Et ils ont fait ça Donc il y avait vraiment une idée pour certains cinéastes amateurs de faire... celui qui sortait de chez lui tous les jours pour aller filmer la construction du pont de Plougastel pendant tout le temps de sa construction, il avait en tête une idée de patrimoine quand même. Après, je pense qu'il n'imaginait pas forcément ce qu'on allait en faire. Oui. Voilà. Alors, et puis il y a des gens qui n'ont pas de fil conducteur, qui n'ont pas de... Et à l'intérieur des collections, des fonds, on peut trouver des pépites uniques. Mais il y a des gens qui ont fait vraiment une œuvre sur le long terme. Oui. Alors, la vidéo vous pose des problèmes, si j'ai bien compris, en termes de conservation, c'est ça, ou de lecture, et de grande quantité d'images aussi, parce que c'était la première technique où finalement... Oui, alors il y a plein de problèmes, voilà. En tout cas de questions. Il y a des questions techniques, c'est qu'effectivement, moi j'ai encore retrouvé des pâtés baby de 1926 l'année dernière qui sont en parfait état, alors que les cassettes VHS, par exemple, la VHS étant effectivement parmi les nombreux formats vidéo, sans doute le plus fragile et le plus pourri, on va dire. Mais alors, donc il y a un problème de conservation. Enfin, visiblement, ça ne va pas durer longtemps. Il y a des problèmes de quantité, puisque effectivement, quelqu'un qui filme en vidéo, enfin, on a beaucoup filmé. Je suis la première. Pareil, j'imagine, pour vos enfants. Enfin, moi, j'ai filmé des heures et des heures et des heures, alors que ce que je vous disais, pour une famille en Super 8, si on a déjà 7 heures en tout, vraiment, sur une collecte de films de toute une vie de quelqu'un, c'est déjà beaucoup, quoi. En vidéo, on est tout de suite à... ça n'a rien à voir. 50 heures, 40 heures, 50 heures. Donc, voilà, évidemment, c'est pas du tout le même temps de traitement, quoi. Plus les questions, effectivement, Bon, c'est plus récent, donc on a aussi moins cette distance de se dire que c'est peut-être plus facile d'avoir ce regard sur des images plus anciennes. Elles font tout de suite plus histoire. Là, c'est pas encore tout à fait le cas, donc... Voilà, les questions sont nombreuses. Moi j'avoue que je suis venue là en me disant, ça va me rappeler ma mission, me rappeler à ma mission de qu'est-ce que je vais faire de la vidéo, et c'est très bien vraiment de partager sur ce sujet, parce que moi je pense qu'il y a une vraie urgence à le faire. Parce qu'il va y avoir sinon une mémoire qui va manquer sur certaines décennies, quoi. Mais comme nous, il y a encore de l'argentique à collecter, donc c'est vrai qu'on donne un peu la priorité pour l'instant, en tout cas, encore à l'argentique, sauf sur des sujets précis comme ça. Et en termes de matériel, c'est une question de standard aussi, enfin de machines qui peuvent lire ces bandes magnétiques-là ou pas? Parce qu'on a vu le porte-à-pack dans votre film, me semble-t-il. Et voilà, enfin, est-ce qu'on a encore des machines qui sont capables... On essaye de collecter aussi les machines. Nous, on a des pièces remplies de vieux magnétoscopes qu'on désosse pour prendre des pièces pour essayer qu'un soit utilisable. Alors, beaucoup pour les formats professionnels, on récupère des choses. C'est vrai qu'on est aujourd'hui peut-être les seuls à pouvoir lire encore non seulement l'argentique, mais certains formats vidéo. Mais après, il y a une question effectivement de volume. Moi, ce qui m'a surprise quand je suis arrivée, moi je suis à la Cinémathèque depuis 2 ans et demi, c'est que certains fonds, on les calculait en mètres cubes de cassettes.
les fonds vidéo, voilà, on me disait oui, tel fond, on l'a récupéré, il partait à la benne, donc il fallait qu'on aille le chercher. Ça fait 12 mètres cubes. Et je disais, mais 12 mètres cubes, ça fait quoi voilà, en quantité? Et le jour où on a vraiment commencé, j'ai dit, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond en inventaire. Et donc, c'est vrai que nous, on a peut-être 20 000 éléments vidéo qui ne sont pas traités aujourd'hui. Et certains de durée... voilà, mais avec une durée de vie, donc l'argentique, en gros, on va dire que c'est 100 ans de durée de vie, même au-delà si c'est bien conservé, etc. La vidéo, c'est 30 ans, 40 ans. Donc ça veut dire qu'on est déjà, pour des films des années 80, 90, en grand danger de les perdre, faute de capacité à les traiter. On n'a pas suffisamment de perdus pour les regarder, pour les trier, pour voir ce qu'il y a de machines. Et je pense que toutes les cinémathèques se sont retrouvées totalement submergées avec l'arrivée de la vidéo dans les années entre 80 et 2000, et qu'aujourd'hui on a toutes le même souci. C'est aussi pour ça qu'on voudrait ne pas se retrouver une deuxième fois avec un trou dans nos collections, parce que clairement on a un trou dans les collections, hein. À partir de 80, il nous manque des éléments parce qu'on n'a pas vu venir les choses, et le numérique va créer un deuxième trou. Sauf que le numérique c'est un peu différent parce qu'il existe déjà sous forme numérique, voilà, qui fait que peut-être il y a moins d'urgence. Parce que là, les formats, enfin les vidéos, donc ça peut être SVHS, VHS, H8, ça n'a pas été numérisé, quoi, tout simplement. Oui. C'est simplement encore sur les cassettes d'origine. Oui. Et puis après, il y a des formats, alors nous professionnels, mais là on est sur autre chose, les Lumatic, le BVU, le Beta, etc. Voilà, mais sur les formats amateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une VHS de 1995. Malheureusement, il n'y a plus grand-chose à en tirer, quoi. Enfin, déjà, c'est compliqué. Non, c'est parce que moi, je sais que le VHS, de toute façon, déjà, on n'aime pas le support, enfin, le grain, la matière, les problèmes de phasage. Moi, j'ai monté un film sur les chantiers navals de Nantes, avec beaucoup d'extraits VHS tournés par les ouvriers pendant les manifestations. C'est pas déplaisant, hein. Enfin, c'est autre chose, hein. C'est les années 80, mais c'était quand même... voilà, techniquement, c'est vraiment pas satisfaisant d'un point... Enfin, voilà, comme moi, j'ai été élevée avec le cinéma, quand même. Mais c'est un témoignage qui est très... qui évoquait toute une époque, quand même, qui était vraiment intéressant, mais qui se dégrade très vite, ça c'est sûr. Par rapport au support, il y a aussi donc le contenu, quoi, ce qu'on voit, ce qui est donné à voir, la manière dont c'est filmé. Dans votre film, Alain Tir, donc il y a une séquence vidéo avec un enfant qui manipule une caméra professionnelle. C'est peut-être c'est vos archives personnelles. Oui, c'est mon fils. D'accord. Ouais, le plus grand. Donc tout ce qui est vidéo, en fait, dans votre film, sont vos archives personnelles, hein, si on en croit. Et là, on voit qu'il y a un professionnel de l'image qui est à l'œuvre. Enfin, ça ne bouge pas. C'est un plan fixe et vous laissez l'action se réaliser d'une certaine manière. Il y a rien d'amateur parce qu'autrement, on aurait suivi l'action. Et puis, je ne sais pas si c'est votre fils encore quand on entend une voix off à propos du linge sale qui traîne ou je ne sais quoi. Ah oui, c'est mon fils. Là, on aurait coupé. On voit le professionnalisme à l'œuvre peut-être. Et là où je voulais en venir, c'est ce qui est frappant dans ces vidéos, c'est effectivement, c'est ce qu'on entend aussi, le fait que la caméra va commencer à être appropriée par les autres membres de la famille. Donc on l'a vu aussi avec votre fils qui devient c'est lui l'homme de la maison. Oui, comme il est issu de parents séparés, donc à l'âge de 3 ans, je suis parti. Et en fin de compte, oui, là, il s'adresse. Ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert cette cassette. Je lui dis, écoute, amène-moi tes cassettes dans un sac. C'est pas grave, je regarderai ce qu'il y a, si ça peut m'être utile pour mon film et tout. Donc lui, il avait oublié ce passage. Et c'est marrant, c'est que maintenant, il a 30 ans. Donc là, il a quel âge, je sais plus, 11 ans ou 12 ans, 13 ans, je sais pas. Quand il prend la parole pour dire, voilà, maintenant c'est moi l'homme de la maison, papa, toi qui me regardes, alors que il ne m'a pas donné pour que je la regarde. Cette cassette, il ne me l'a pas donnée pour que je la regarde. C'est-à-dire, je la récupère par hasard dans un sac 30 ans plus tard. C'est-à-dire, il se parlait à lui-même pour un peu savoir où il en était lui, c'est-à-dire son problème d'identité, en disant, oui, c'est maintenant, t'es plus là, donc c'est moi l'homme de la maison, je suis avec maman, etc. Donc c'est marrant de voir ça aussi.
Ça, oui, moi je trouve que c'est assez drôle sur le mouvement de que la caméra circule. C'est clair qu'elle est uniquement tenue par le père toutes les premières années du cinéma amateur. Moi, je pense que vers le Super 8 des années 70, 70, la mère commence de temps en temps à être plus cinéaste, on va dire. Et après, avec les caméras vidéo, les enfants s'emparent de la caméra. Et aujourd'hui, avec les téléphones, les jeunes filment encore beaucoup plus, mais beaucoup plus que leurs parents, quoi. Mais donc, là, on a des activités autoscopiques. Enfin, il est en train de s'observer, il est en train de se parler. Oui. Enfin, on est plutôt dans ce registre-là. Vous avez encore amené une autre vidéo qui en dit long aussi sur les pratiques. Alors, c'est moins une observation de soi, c'est plus l'idée de la vie de famille et de montrer comment la caméra va circuler aussi entre les mains de la famille, le père, la mère. Voilà. Donc, c'est la personne qui avait filmé les tours en vidéo en V8. Mais là, c'est d'autres extraits de ces films. Je laisse vous asseoir, peut-être. Ouais. Même pas 3 minutes, un petit 3. Donc, c'est une femme d'origine portugaise et donc elle a filmé ses voyages au Portugal. Donc là, on lui demande de reparler de ça. C'est mon coin où je suis née, au Portugal. C'est la maison où vous avez grandi? Oui, juste à l'âge de 13 ans. Ma mère qui donne à manger à ses poules. Ils faisaient quoi, vos parents? Ils travaillaient dans les champs. Les vignes, c'était plutôt les vignes de vin qui faisait mon père. Là, c'est ma mère en train de faire des chorizos, quelque chose de particulier, c'est pas à base de riz. Mon Dieu. Oui. Ça, c'est le retour en camion, vous voyez, les voyages qu'on faisait. En camion, ça durait 20 et quelques heures, 22, 23 heures. Les filles dans les couchettes, lui devant, tout content. Ah, ils aimaient bien. Donc on arrive en France vers quelle heure? Je sais pas. Oh, c'est ta chérie. Pareil que me... Quelle belle tête. On dirait qu'il a 20 ans. Je suis en train de voir que Jacques Chirac arrive pour l'accident, car c'est vraiment un scoop dans l'histoire de la France. Alors, nous allons interviewer Jacques Chirac. Que conseillez-vous pour le peuple français? Tu tiens pas. Que 1 million de policiers surveillent chaque maison. Mais ne croyez-vous pas que les policiers sont déjà assez chargés dans nos villes? On s'en fout des autres. Mais Jacques Chirac, enfin, vous êtes le président ou le peuple? À mon avis, vous êtes le président. Vous êtes ici pour veiller sur le peuple. On s'en fout des autres. On surveille que les maisons, d'accord? Ah, mais comme ça, je ne suis pas sûre que les prochaines élections, vous serez le président. Voilà, vous pouvez peut-être revenir sur cette... Oui, en fait, donc c'est des extraits choisis, comme vous m'avez demandé de m'interroger sur la vidéo dans nos fonds. Donc c'est une des collections en vidéo que je connaissais moi le mieux, puisque j'avais interviewé la cinéaste, etc. Donc j'ai pris des extraits de ces films en me posant à la fois la question, donc est-ce qu'on filme différemment en 97 avec une caméra V8 en tant que tel? Après, là, ça bouge pas mal, mais on a la même chose dans de Super 8. Enfin, donc c'est pas. Je suis pas sûre qu'on filme vraiment si différemment que ça à ce moment-là et avec
voilà. Par contre, pour nous, c'est intéressant parce que, par exemple, sur l'immigration récente, on n'a pas grand-chose. Enfin, c'est pas si facile que ça de trouver des films de famille retraçant justement les parcours, enfin, le voyage, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez intéressant. Après, il y a effectivement la fille qui filme sa mère, qui s'empare de la caméra. On a l'impression que tu as 20 ans. Donc ça, par contre, je pense que c'est propre à la vidéo. Et puis le petit sketch, donc les enfants qui se mettent en scène et qui se filment eux-mêmes avec la référence à Jacques Chirac et à la dérive sécuritaire des policiers sur la campagne présidentielle. Donc voilà, ça. Et la musique, voilà, aussi, hein, évidemment, l'arrivée du son. Donc on est en plein dans les années 90. Donc j'ai pris des petits morceaux choisis qui, pour moi, pouvaient un peu donner à voir ce qu'apportait la vidéo. Et ça, c'est sur un volume de combien d'heures, en fait, d'enregistrement? Donc cette famille, ils avaient filmé pendant 3 ans, pas très longtemps. Ils ont eu cette caméra pendant 3-4 ans et j'avais déjà 15 heures. D'accord. Et là, vous avez sélectionné, en fait, en... 3 minutes. 3 minutes, d'accord. Ok, une sacrée réduction. Oui, mais moi j'ai l'impression que, avant de tout perdre, que les cinémathèques soient devant un problème où, en fin de compte, ils n'ont plus rien faire sur ce stock de mètres cubes. Il vaut mieux même numériser de manière aléatoire, c'est-à-dire en prendre 10 sur le stock, et en même temps, peut-être garder des choses, des pratiques des jeunes d'aujourd'hui en numérique, c'est-à-dire en parallèle. Garder moins de choses, mais de manière aléatoire, garder des selfies, garder des pratiques aujourd'hui même actuelles, enfin, peu de choses, mais le faire quand même. Enfin, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que... alors, ça rajoute quand même du temps au temps, puisque j'ai l'impression qu'on en est encore à numériser du Super 8 et du 16. Donc, en fait, j'ai pas réglé le problème, quoi. C'est ça? On fait pas que, enfin, on fait les deux, hein, on numérise aussi de la vidéo, etc. Mais voilà, on est obligé de faire des choix et on suffit pas. Alors, on va enchaîner peut-être avec ces nouvelles images là qui nous occupent aussi, qui occupent notre quotidien. Ce qui était frappant dans les années peut-être 80-90 avec la vidéo amateur, c'est qu'effectivement, on pouvait prendre possession de la caméra, filmer, enregistrer pour conserver peut-être, fixer des souvenirs. Il y a peut-être cette idée-là. Alors qu'avec l'arrivée du téléphone portable, enfin, Laurence Allard ne le dit pas dans votre film, mais elle dit qu'on a un usage extra-téléphonique en fait, hein, du téléphone portable. Finalement, c'est une caméra qui est là, c'est une nouvelle machine de vision. Et c'est ce que dit Michel... non, c'est Laurent Créton. Pardon. Cette idée que les images, en fait, c'est du flux et finalement, le contenu n'a plus d'importance et elles sont vouées à disparaître. Alors, on pourrait dire qu'ici, on est en train de discuter pour essayer de les retenir un peu et que la Cinémathèque et Cinéam doivent en retenir quelques bribes. Mais il y a cette idée dans ces images, les nouvelles images, qu'il n'y a plus d'existence sans enregistrement, d'une certaine manière, qu'elles accompagnent notre existence. Et si on a existé, c'est parce qu'on a ces images-là qui sont plutôt la preuve. Est-ce que c'est votre sentiment quand faut que je vous pose cette question comme ça, mais face à ce flux d'images qui arrivent? Parce qu'elles sont vouées à des moments d'existence et pas simplement de souvenirs. Moi, c'est particulier parce que je suis réalisateur. Donc, si vous voulez, j'ai un souci, non pas d'immortalité à travers ce que je fais, mais j'aime cette matière et cette trace, et je travaille là-dessus. Donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à ce genre de trucs. Quand même, les derniers à vos enfants, vous leur demandez des selfies et autres, et finalement, vous avez très peu de... Bah oui, moi j'ai été frappée, parce que sur Vigneux-sur-Seine, j'ai fait des portraits de toutes les femmes de différentes générations, donc celles qui commentent là les images 16 mm en noir et blanc, etc. Et j'ai été jusqu'aux ados. Et 2 jeunes ados que je filme, et puis elles sont en train de s'envoyer des vidéos sur Snapchat. Et alors je dis, mais donnez-les-moi. Elle me dit, mais non, ça y est, ça n'existe plus. J'ai envoyé à ma copine, ça y est, elle est effacée, cette image. Alors ça m'a vraiment, c'est depuis ce moment-là où je me dis, mais bon, est-ce qu'on... Enfin, les 2 problèmes, c'est-à-dire que c'est plus du tout la même pratique, c'est clair. Je pense que et d'une certaine manière, nous, il y avait quand on filmait donc en Super 8, etc. Et le film de Kieslowski le montre aussi. Il y avait cette peur de passer trop de temps à filmer sa vie et
au lieu de la vivre, hein, il y avait cette dialectique-là. Alors que là, l'impression que ça se pose plus du tout comme ça, puisque c'est complètement intégré à la vie. Ce geste de filmer est intégré à la vie, mais n'est pas. Donc il est intégré au moment présent, ni pour faire souvenir, ni. Alors, en tant que, là, je parle juste en mon nom personnel. En tant que cinémathèque, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? C'est-à-dire que nous aussi, on se pose la question. Hein. Je crois que j'ai presque envie de dire que le thème du débat est presque un peu prématuré par rapport à nos préoccupations, parce que on est déjà tellement en train d'essayer d'absorber que on commence à envisager de se dire faut pas qu'on passe à côté de choses, mais on n'a pas encore trouvé l'orientation. Après, si on parle des images sur Internet, sur YouTube, etc., il n'y a pas non plus que de l'immédiat. Il y a aussi des gens qui, sur YouTube, mettent en ligne des choses qui sont construites, qui sont pensées, qui sont écrites. Il y a du documentaire, il y a de la fiction, voilà, donc. Aujourd'hui, le plus compliqué, c'est comment on va identifier ce qu'on va garder. Moi, j'avoue que j'ai déjà lancé des appels, par exemple à l'université, à l'UBO à Brest, devant des étudiants, en leur disant, voilà, si vous avez envie, vous, de venir nous aider à vous emparer de cette matière-là et de nous dire qu'est-ce qui vous semblerait aujourd'hui représenter l'époque, par exemple, pour vous. J'ai fait le travail avec des jeunes qu'on a accueillis à la Cinémathèque. Voilà, aujourd'hui, notre grande difficulté, ça va être ça. Après, il y aura un problème technique de qu'est-ce qu'on garde comme élément de stockage à terme, parce que déjà, à la Cinémathèque de Bretagne, on a de la chance, on a une librairie numérique là, qui va nous permettre de faire face pendant quelques années. Mais voilà, tout ça va être multiplié, c'est exponentiel. Ouais. Moi, je suis partagé. En fait, je me dis que la façon dont vivent aujourd'hui les jeunes avec cette idée de non sauvegarder les choses, de les vivre en même temps, enfin d'être quand même très présent dans la vie, tout en étant dans les images, dans les sons, dans les échanges immédiats et tout ça. Bon, c'est bien aussi parce que ça les enferme pas dans un espèce de passé, enfin je sais pas comment dire, de passé, ouais. Et en même temps, c'est vrai qu'après, je me dis, par rapport aux générations futures, est-ce que c'est pas important que la génération future voit les étapes par lesquelles ces jeunes-là sont passés dans leur pratique, voilà. Parce que les nôtres, enfin celles de nos parents et les nôtres, elles ont duré tellement longtemps que de toute façon, elles sont déjà... Enfin, la pratique qu'on a de faire des films de famille, etc., que ce soit nos parents ou nous, bon, elles sont déjà clairement identifiées, clairement sauvegardées. Donc, voilà, après, la vraie question, c'est plutôt ça, enfin, je sais pas. Il y a ça, il y a peut-être aussi une autre approche, et c'est Laurence Bazin qui me l'a soufflé en discutant, c'est ce goût aussi pour l'appareil. Enfin, on le dit aussi dans votre film, hein, il y a de belles caméras, de beaux téléobjectifs, etc. Et ce goût pour l'invention, finalement... Enfin, votre père a un goût pour cette caméra, mais qui est une belle invention, et c'est le zoom qui l'intéresse, hein, si j'ai bien compris, c'est pas forcément la caméra elle-même. Et semble-t-il, c'est ce qui se passe aussi chez certains cinéastes amateurs. Enfin, pour certains, vous me parliez d'un agriculteur qui était fasciné finalement par le cinéma. Parce que c'était... Vous me demandiez, notamment sur les débuts du cinéma, voilà. La caméra pâté bébier, est-ce que c'était forcément des familles très aristocratiques, très aisées? Ouais. Et je disais qu'il y avait évidemment ça, bien sûr, parce que c'était très cher à l'époque, etc. Mais on rencontre aussi beaucoup de gens qui sont avant tout des gens attirés par l'innovation. Donc là, cet agriculteur, l'innovation de sa machine, de sa moissonneuse, qui était encore avec des chevaux, etc., mais qui a été un des premiers à mécaniser, et aussi un des premiers à utiliser, enfin, à l'époque, c'était encore très précurseur, une caméra pâté baby. Donc il y a beaucoup, dans les cinéastes, il y avait beaucoup ce profil enfin, souvent, ce profil de quelqu'un qui aimait les innovations et les choses nouvelles. Mais alors aujourd'hui, l'innovation, elle est tellement à la portée de tout le monde,
C'est les drones. Enfin, il y a peut-être aussi ces nouvelles images qui arrivent. Le drone, oui. Enfin, j'imagine. Ou puis, enfin voilà, il y a eu la GoPro, je ne sais quoi. Enfin, les nouveaux points de vue, en fait, à chaque fois, qui distinguent peut-être. Et puis, alors, on est en train de revenir un peu comme le vinyle est revenu. Kodak vient de recréer une caméra Super 8. Qui elle est élitiste. Autant la caméra Super 8 avait servi dans les années 60 à la démocratisation du film amateur. Aujourd'hui, ils sont en train de créer une caméra. Alors c'est du Super 8 avec quand même un écran et quand même une traduction, une sauvegarde en numérique direct, mais qui est destinée à un public. Elle va être très chère. Elle n'est pas encore sortie là. Voilà, c'est inspiré par des cinéastes qui attachés à l'argentique et qui avaient envie d'aller vers ça. Donc peut-être que le Super 8 est en train de redevenir le vinyle de la musique. En fait, c'est comme vous disiez, c'est l'objet de séduction, c'est comment un industriel peut reséduire. Bon, la mode du vintage, elle marche depuis un certain temps avec les fringues, pourquoi elle ne marcherait pas aussi avec le Super 8, à la limite. Donc c'est comment on peut reséduire une couche de la population pour un objet. Il y a des cinéastes qui ont vraiment fait perdurer cette idée. Enfin, Gus Van Sant, il tourne en Super 8, donc ils ont défendu cette esthétique du Super 8. Mais enfin voilà, je me dis qu'il y a peut-être des nouvelles images qui apparaissent, qui sont peut-être intéressantes pour vous parce qu'il y a des nouveaux points de vue. Mais je pensais au drone aussi. Enfin, ça doit être assez fascinant pour vous parce qu'on voit un paysage autrement. Enfin, je ne sais pas si on vous apporte déjà des. C'est un peu tôt. C'est un peu pas tôt, encore. Mais pas encore. Effectivement, quand on interroge la jeune génération, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec des jeunes qu'on a en service civique à la Cinémathèque, à qui j'avais demandé sur les grandes thématiques définies pour les collections de la Cinémathèque, qui avaient été définies en 85, avant même sa création, qu'on est en train de réactualiser parce qu'il y a des choses qui n'apparaissaient pas à l'époque et donc on est en train de réactualiser. J'avais dit à ces jeunes qui ont 20 ans, pour chacune de ces thématiques, qu'est-ce que vous iriez chercher comme film aujourd'hui sur Internet? Et effectivement, ils sont allés chercher des films faits avec des drones, ils sont allés chercher des films sur des thématiques, les graffitis à Brest ou le phénomène des raves ou de la musique. Enfin, voilà, ils sont allés chercher des choses complètement différentes et très, très contemporaines. Et on a besoin de cet œil-là, effectivement, pour alimenter nos collections avec ce qui va constituer sans doute la mémoire de demain. Mais il faut l'identifier. Bien. Alors peut-être le temps passe aussi, mais des questions, des réactions à ce que l'on vient de dire, d'échanger après ce film. Je vais passer. C'est enregistré, je pense. Alors c'est une réflexion et puis c'est pas la première fois que je me la pose et là encore quand j'ai visionné ce film-là, c'est sans doute peut-être un problème générationnel. Hein. Voilà, peut-être que les plus jeunes vont le sentir différemment. Mais quand je regarde des films amateurs argentiques, comme on l'a pu le voir ici, j'accroche. Par contre, quand on passe au film amateur, dans le même cadre, un film de famille en vidéo, je décroche. Je ne sais pas à quoi c'est dû, comme je dis, c'est peut-être générationnel, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que c'est pas, permettez, je pense que Roger Hodin l'a très bien expliqué, je ne sais pas si c'est dans le film, mais il y a un côté charnel dans le film de famille traité avec la pellicule qui nous rapproche de l'humain et de la fragilité de l'être. Enfin, en fin de compte, c'est les images aujourd'hui hyper définies, etc. À un moment donné, même, ils parlent de rajouter. Les jeunes rajoutaient des filtres. Ça s'est un peu passé de mode, mais il y avait tout un truc avec le iPhone. Après, on filmait. Enfin, il y a des applications. On filme en HD et après, on va choisir un filtre pour mettre de la texture. À un moment donné, je ne sais pas si c'est peut-être passé de mode, mais les jeunes rajoutaient des filtres pour recréer cette matière organique, cette texture un peu, alors soit par nostalgie
des films Super 8 qu'ils avaient vus chez leurs parents, soit aussi de manière plus inconsciente par rapport à l'idée de la famille, c'est-à-dire ce rapport charnel qu'on a au sein de la famille. C'est peut-être ça aussi qui nous touche dans le support même, qui a proprement parlé en adéquation avec les rapports humains au sein de la famille. Il y a des jeunes dans la salle, moi je pense qu'il faut leur poser la question. Hein. Parce que moi évidemment j'ai été filmée en Super 8 par mes parents, je suis dans la génération où ma mémoire elle est Super 8 et j'ai la nostalgie de mon enfance comme tout le monde et donc j'aime ces images, donc je suis comme vous. Mais ceux qui ont été filmés en VHS ou en HI8, je sais pas moi, les jeunes là qui... Vous m'entendez là? Ok. Je pense que je suis d'accord avec le monsieur qui a pris la parole avant et que c'est pas forcément. Je pense qu'il y a quelque chose qui est particulier au Super 8 et c'est pas un truc de mode ou de vintage et qui est lié aux accidents qui se produisent sur l'image notamment, à la texture et qui sont plus du tout présents maintenant en numérique, qui n'existent pas en fait. Tout le monde tourne au 5D, les images faites par iPhone, elles ont beaucoup trop de pixels pour qu'ils n'arrivent. Enfin, en fait. Ce qui se passe, je pense, avec les images Super 8, c'est et c'était aussi la fonction des filtres, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont déjà imprimées par une sorte de souvenir. En fait, elles portent la marque du souvenir et le Super 8 était fait pour ça. Et je pense que, enfin, je sais pas que je suis pas d'accord avec vous, mais par rapport à la vidéo, il y a quelque chose qui est très différent et qui est lié au matériel, en fait, au fait qu'il y a plus de, comment dire, à la préciosité de ce qu'on filme et au coût que ça a. Et en fait, le fait qu'on puisse filmer beaucoup plus, ça fait qu'on met moins de charge émotionnelle, affective, historique à ce qu'on va filmer. Donc en fait, ça modifie tout, pas forcément en termes d'image, mais en termes de sujet et d'intention qu'on met dans le fait de filmer, je pense. Et c'est assez paradoxal parce que j'ai filmé en Super 8, etc. Moi, j'ai jamais filmé en Super 8, mais... Maintenant, je filme en vidéo. C'est vraiment paradoxal, c'est que je recherche l'image vidéo la plus piquée possible. Donc en fait, c'est vraiment aller au contraire de ce que j'ai connu en Super 8, une image qui était peut-être un peu plus sale, si on peut dire, entre guillemets. Donc c'est assez bizarre, quoi. Mais, excusez-moi, il y a quand même une dimension aussi supplémentaire dans la vidéo, c'est le son. Si vous coupez le son quand vous regardez un film de famille vidéo, c'est assez intéressant. Enfin, on retrouve d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se dégagent de l'image aussi. Pardon, je vous laisse. Oui, juste un mot, parce que pour aller pour compléter un peu ce qui a déjà été dit, je crois que dans le Super 8, il y avait un peu plus de profondeur et de réflexion dans la manière dont on approchait l'image. Et je trouve que ça se voit dans les images qu'on a vues, malgré tout, il y a de la profondeur dedans. La vidéo, c'est beaucoup d'instantané. C'est-à-dire que le rapport à l'image a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'image pour faire de l'image, beaucoup. Attends, je parle de film de famille, je m'entends. On peut filmer sans interruption, on peut filmer énormément d'images, et je ne suis pas trop sûr aujourd'hui qu'il y a une réflexion sur ce que l'on filme, très exactement. On filme pour filmer. Or, c'est à mon sens la grande différence entre le Super 8 et la réalité de la vidéo aujourd'hui. Le rapport à l'image a complètement changé. Voilà. L'image a un coût, en fait. Enfin, je pense que... Enfin, en vidéo, ça n'avait plus de coût, mais en Super 8, oui. Enfin, mais c'est vrai que la rareté fait aussi la valeur. Donc le Super 8, on filmait moins. Enfin, tout ça, c'est... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à formuler ça correctement, mais je me demandais aussi s'il n'y avait pas une question de référence finalement par rapport on va dire, au cinéma de consommation courante, c'est-à-dire que finalement le Super 8 employait une matière argentique qui était la même qu'on retrouvait dans le 16 et le 35 mm commercial, tandis que finalement la vidéo elle apparaissait peu dans les films qu'on voyait, ou alors c'était plutôt le 16 mm qui était mis en télécinéma à la télévision, et pour des programmes peut-être là encore de peu de valeur, qui étaient plus populaires, et peut-être que c'est aussi pour ça finalement qu'il y a cette dévalorisation qu'on sent à l'image, quoi. De partir finalement du cinéma en général pour penser ça. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est des choses qui se rajoutent, c'est différent. Je pense que c'est des différentes portes d'entrée comme ça qui se rajoutent les unes aux autres. Hein.
Bon, maintenant, on filme en Full HD, donc le cinéma aussi, il est tourné en... Donc, bon. Mais pour la vidéo, c'est vrai qu'on la raccroche à un truc un peu... on ne peut pas le raccrocher au cinéma, on peut pas... Donc c'est des éléments à la fois. Il y a un très beau film de... Non. Avant, de Wim Wenders, parce qu'il en est question dans votre film, mais avant, il a réalisé un film qui s'appelait Nick's Movie. Il filmait en fait... c'était un film qui commençait, dans lequel jouait Nicolas Ray, et puis qui est malade en fait. Et il va utiliser la vidéo pour filmer ces derniers moments, mais il y a une lutte, mais qui est plus d'ordre esthétique que de voir ce que ça peut donner, quoi. D'un point de vue plastique, est-ce que je dois utiliser la vidéo? Et puis c'est un problème éthique parce qu'il filme la mort, quoi, et la mort du cinéma et du cinéaste. Mais là, la vidéo, elle a trouvé sa place au cinéma. Enfin, on est d'accord. Dans les films amateurs, c'est plus sur la place des individus dans la famille. Enfin, c'est ce que vous montrez, me semble-t-il. Et ça a du sens que pour la famille même et les membres de la famille. Enfin, c'est ce que dit Roger Houdin et dit aussi Tisseron, quoi. Donc, on s'ennuie. Le matériel a changé. Avant, il y avait une différence assez importante entre l'amateur, quand on filmait avec un matériel, il y avait les professionnels, ils tournaient avec un certain matériel. Vous voyez les différences. De toute façon, personne ne se mélangeait déjà d'une part. Maintenant, les professionnels tournent avec un portable. Maintenant, la ligne, elle est plus aussi grande qu'auparavant, quoi. C'était assez amusant. Alors, il y a cette ligne, alors je posais je ne sais pas si on peut aborder, on a un peu de temps encore un peu, mais ce qui est frappant aussi, ce que l'on voit dans le film d'Alain Tir, c'est qu'on passe d'une catégorie sociale à une autre. Enfin, on passe de l'aristocratie de bourgeoisie à la classe moyenne, quoi, grosso modo, pour aller très vite. Et il y a comme un message subliminal, en général, même quand on étudie tout ça, c'est que d'une certaine manière, tout le monde fait des films, les mêmes films, etc., et on est noyé. Or, la haute bourgeoisie existe toujours, l'aristocratie aussi peut-être, je ne sais pas. Et quels films font-ils et comment, quoi, en fait? Est-ce que ça existe des films de famille? Et quel matériel utilisent-ils? Alors du coup, j'avais posé la question à Alain Tir et la réponse est assez surprenante. Enfin, je ne sais pas si vous voulez en parler là, de cette aventure. Non, c'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup intéressé aux films de famille, en fin de compte. Au-delà du film que je viens de faire là, et donc je fais des films documentaires classiques pour la télévision à côté de ça, mais le film de famille, j'ai créé une marque qui s'appelle Portrait Forever, qui s'adresse aux grandes fortunes pour proposer un service professionnel pour leur fabriquer un film de famille, leur concevoir et réaliser avec leur collaboration, leur film de famille. Donc, pour l'instant, j'en ai fait un pour la famille Ducrot, des épices Ducrot. Enfin, ils ont vendu aux Italiens, mais peu importe. Donc, c'est une grande famille fortunée. Et donc, j'ai écrit le scénario avec tout le monde, donc c'est coécrit. C'était un objet cadeau qui était fait pour l'anniversaire de Michel Ducrot pour ses 60 ans, offert par sa femme. Et donc sa femme, elle lui a fait la surprise. Donc il fallait faire un portrait de son mari, Michel Ducrot, en faisant intervenir tous ses amis, ses collaborateurs, ses enfants, etc., qui eux-mêmes dressent un portrait de Michel Ducrot. Donc c'est une écriture en collaboration que j'ai faite individuellement avec les uns et les autres pour savoir quelle était leur relation avec lui. Et on a tissé une écriture commune pour pouvoir dresser un portrait de Michel Ducrot. Et ça lui a été offert pour son anniversaire. Donc, il faut des moyens, puisque après j'ai fait jouer tout le monde, maquilleuse, costume, suivant ce qui était écrit, costume, incrusté dans des décors virtuels, sur plateau fond bleu incruste, enfin bon. Donc, il y avait quand même, ouais, bientôt en 3D, il y avait quand même du boulot. Enfin, je veux dire, il y a un coût. Mais j'envisage effectivement cette niche dans l'univers du luxe, parce que d'autres gens le font. Enfin,
il y a des gens qui transfèrent les films, qui proposent de faire des montages des films de famille pour les gens, etc. Bon. Mais cette vision m'intéresse de proposer dans l'univers du luxe une façon de les aider à faire des films de famille. Et c'est très drôle, parce que quand on a parlé de ça, justement, il était curieux, évidemment, de voir comment la famille se voyait elle-même. Enfin, évidemment. Et donc, j'avais trouvé ça très intéressant, et j'ai montré ça à un copain qui est un peu sociologue. Le portrait, une fois réalisé. Et en fait, il avait trouvé que c'était intéressant parce que c'est presque la bourgeoisie qui se moque d'elle-même. Enfin, ils avaient un espèce de recul et de distance, évidemment, et peut-être que l'argent amène ça, mais de distance par rapport à ça, où ils arrivaient à tourner des choses en dérision, et c'était assez intéressant. Enfin, bon. Le portrait intégrait des films d'archives de la famille et des oui, photos aussi. d'archives. Et... Oui, aussi, oui. Parce qu'avant, les bourgeois, enfin les familles bourgeoises filmaient elles-mêmes leurs films, enfin leurs événements familiaux, mariage, etc. Et maintenant, on voit que ces familles bourgeoises font filmer par l'extérieur ces films de famille, enfin ces événements, mariage ou autre chose. Donc, voilà, il y a un autre type de... Ouais, je pense que c'est récent. Enfin, c'est récent. On est dans un espèce de mouvement qui va peut-être... Enfin, il y a peut-être justement un vrai produit qui va naître. Enfin, un produit, un vrai... Pour l'instant, on est encore confronté, même chez les bourgeois, je vais dire, au fait qu'ils peuvent pratiquer eux-mêmes s'ils le veulent. Donc c'est toujours le même truc, c'est oui, mais ça c'est facile à faire. Enfin, bon, après certains ont une culture aussi, donc ils savent que ils savent que suivant ce qu'on écrit, ça coûte telle somme, mais si on écrit autre chose, ça coûte telle somme. Enfin, mais tout cela est très difficile à manier pour l'instant. C'est-à-dire qu'acheter une robe à 60 000 €, à la limite, c'est plus facile pour eux. Pour l'instant, c'est compliqué. Ou alors, ils le font dans le domaine de l'entreprise. C'est-à-dire un portrait du PDG, bon, ils peuvent dépenser 100 000 €, enfin, je veux dire, s'il part à la retraite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose, c'est des frais d'entreprise. Donc, il y a encore peut-être un temps. Alors, le problème, c'est qu'il faut, comme dans tout, un peu, j'imagine, toute innovation, surtout dans le domaine du luxe, il faut pouvoir s'imposer. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut être très costaud pour imposer sa vision, ou là, admettons ma vision que j'ai du film de famille en termes de proposition pour la grande bourgeoisie ou les grandes fortunes. Donc, il faut pouvoir l'imposer. Et donc, l'imposer, ça veut dire aussi des moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, j'en suis un peu là. Et... je ne suis pas encore en train de l'imposer, c'est ça que je vais dire. Mais je cherche à exister dans ce truc-là. J'en ai fait un. Mais je trouve ça très intéressant, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est une piste. Et puis, j'ai commis un impair. Je crois que ça n'en est pas un, mais il y avait une troisième vidéo à regarder, en fait. Donc, ce que l'on... À moins qu'il y ait d'autres questions. Ouais, qu'il y ait d'autres questions. La vidéo sera là pour conclure. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Bon, d'accord. Une dernière question. Je me posais la question par rapport à tous les enjeux de collecte et conservation des vidéos dont vous avez parlé, que c'est pas du tout mon domaine, je connais pas du tout, mais la question que je me demande, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour se poser la question de conserver ce qui est de l'ordre du présent? C'est-à-dire que pour le Super 8, il y a quand même quelques années, enfin ça fait, je ne sais pas de quand datent les premiers Super 8, mais c'est de l'ordre du passé, quoi, au moins 50 ans, je dirais. La vidéo, on est à peu près au moment où il faut s'en préoccuper. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de ça, de tout ça. Je vous rassure, on s'en occupe pas d'ailleurs. mais d'ailleurs, oui, on s'en occupe pas tellement. Non, mais je veux dire, la sélection, etc., elle peut s'opérer, mais pas par nous, en fait. Elle s'opérera par moi-même. Je peux pas dire ce qui est de l'ordre de ce qui va être conservé. C'est les gens dans 50 ans qui s'en occupent. Le problème, c'est que, comme je disais, on voudrait pas se retrouver dans la même situation vis-à-vis de ces films d'aujourd'hui,
dans laquelle on est par rapport aux films des années 80 à 2000, 2000 à aujourd'hui, sur lesquels on a été totalement débordé et qu'on n'a pas traité. Et du coup, toutes les cinémathèques du monde entier se retrouvent avec un trou dans leur collection de 20 ans, de films qu'on n'a pas collectés, qui nous manquent, qui vont manquer demain et qu'il est peut-être déjà trop tard pour collecter. Donc on voudrait pas se retrouver dans la même situation, et donc c'est aussi de se dire, voilà, aujourd'hui il est en train de se passer ça, peut-être qu'il faudrait réagir plus vite qu'on a réagi avant. Disons qu'on est en train, aujourd'hui avec le numérique, de tirer les leçons de l'épisode vidéo qu'on n'a pas bien géré. C'est pour ça qu'on se dit, il faut peut-être s'intéresser aujourd'hui à ce qui se fait et se dire, mais je sais que c'est très très compliqué de se dire, ça va être quoi la mémoire filmée de demain ? Voilà, faut l'identifier, peut-être qu'on va se planter. Est-ce que c'est pas les clouds justement qui organisent ces images-là ? Oui, mais il va falloir à un moment donné qu'on les structure. Non documenté n'existe pas là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent déjà. Ce qu'il y a aussi, c'est que sur YouTube, il y a des choses qui, si on les prend pas maintenant, c'est pas éternel. On a l'impression que c'est là ad vitam aeternam. C'est pas vrai. Et il y a déjà des choses qui s'effacent, qui n'existent plus, que vous pouvez plus retrouver. Donc il faut peut-être s'y intéresser beaucoup plus rapidement qu'on imagine. Oui, puis c'est l'instantané aussi. Des images qui sont prises et qui disparaissent. Ouais. On vit beaucoup dans le présent, je veux dire, et dans l'urgence quelque part. Et c'est vrai que pour une cinémathèque, pour vous, ça doit être très complexe de prendre en compte cette réalité-là. Et je pense que ça ne doit pas être simple, effectivement. Le rapport à l'image, il a complètement changé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en termes d'archivage ou en termes de conservation, ça ne va pas être facile. Ça va même être très difficile. Oui, puis par exemple, pour suivre des thèmes de collecte ou de recherche, par exemple, la Cinémathèque de Bretagne, on a énormément de films militants. Sur l'histoire, on a le groupe Torében, on a les films de René Vauthier, on a les films des Le Garec, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur le militantisme. On n'a plus grand-chose depuis, je suis pas sûre qu'on ait grand-chose sur les bonnets rouges. On a un peu loupé le coche. Donc il faut aujourd'hui qu'on aille les chercher cela, et le militantisme d'aujourd'hui, la Notre-Dame-des-Landes, faut peut-être qu'on aille chercher ça maintenant. Voilà, pour plus tard faire une histoire du militantisme qui démarrera et dans lequel on n'aura pas de faille. C'est ça qui est très compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un conseil scientifique pour dire, attention, là, il se passe quelque chose il faut pas qu'on passe à côté. Puis une question de support lisible ou pas. Enfin, moi, avec mes caméras, mes webcams, j'ai des vidéos qui ne sont plus lisibles, en fait. Parce que c'était fait avec des ordinateurs G3, enfin c'était pas les mêmes processeurs, enfin moi. Et oui, pareil. Ouais. Donc c'est urgent. Mais du coup, est-ce que vous aviez fait à des vues de conservation, il y a tellement d'images celles qui resteront, c'est peut-être celles qu'il faut enfin, peut-être que la sélection se fera de manière naturelle. C'est pas une question de sélection, c'est de savoir que ça existe. Enfin, c'est de se dire aussi cette chose-là a existé, et si c'est plus là. Bon, ça disparaît parce qu'un film non documenté n'existe pas, mais si on ne sait pas que ça a existé, ça ne se transmet pas non plus, quoi, en fait. Donc c'est très 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 sensible, tout ça. Mais et enfin voilà. Donc il y a des, je le vois plus dans le champ de l'art contemporain, mais il y a quand même Internet Archive qui peut faire remonter comme ça quelques collections, mais pour ce qui est du domaine des films amateurs et des films semi-pro, si on n'a pas identifié tout de suite, on ne sait pas qu'il y a une source. Et enfin, c'est ce que vous dites, quoi. Voilà. Donc, c'est pas tant sauver pour sauver que pour connaître la source, je pense. Et puis, il y avait donc, par exemple, on le fait dans le cadre de ce qu'on appelle des résidences documentaires. Là, on en a fait une récemment dans le pays de Redon. Les gens qui faisaient du cinéma amateur, Super 8, 9.5, etc., conservaient leurs images. Aujourd'hui, on va les chercher. On sait que certaines personnes ont fait vraiment œuvre de documentaristes, même amateurs, et on va chercher les images là où elles sont. Aujourd'hui, je serais bien incapable. Ça doit exister des cinéastes amateurs qui ont filmé la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On va faut qu'on les identifie. Et même eux, je suis pas sûre qu'ils conservent. C'est où? C'est sous quelle forme? C'est voilà. Il faut qu'on identifie ça vite avant que ça disparaisse. On n'avait pas ce problème-là avec l'argentique. Ouais.
Bon, la dernière question est devenue une multitude et très bien d'ailleurs, de commentaires. Juste pour dire, pour le transdisciplinaire, je suis plutôt de l'univers des musées où on se pose les mêmes questions, on échange régulièrement avec vous tous, professionnels, Cinémathèque, sur des expériences qui ont lieu, qui me semblent être intéressantes. Et ce que vous faites, les résidences documentaires, je pense que c'est le bon sens. Et nous, on commence aussi à se dire qu'il faut absolument qu'on soit dans l'interdisciplinarité par rapport notamment à un support qui est la photographie, où on va avoir les mêmes enjeux avec les fichiers natifs numériques, où il faut qu'on se pose la question, peut-être dès aujourd'hui, de ce qu'on peut conserver. Et un exemple, c'est des collègues conservateurs en CAOA, c'est Objets et Antiquités d'Art, qui misent sur, je dirais, les actions culturelles auprès notamment d'un public spécifique. C'est les personnes qui s'occupent des églises et de voir les budgets en restauration qu'on met pour les chasubles, l'utilisation de tout ce qui est objet liturgique, et de se dire qu'il vaut mieux peut-être faire de la formation en amont. Donc, du coup, ils ont mis en place des ateliers qui s'appellent Mardi, c'est sacristie. Donc, le mardi, voilà, on fait un apport de miser peut-être, notamment par rapport aux films de famille, de miser peut-être sur les familles elles-mêmes, sur la conservation, peut-être de transmettre. Donc c'est des choses que l'on voit, je pense notamment en photo, où on fait des ateliers mobiles, où on montre, notamment par rapport aux diapos, comment est-ce qu'on peut les conserver, etc. Peut-être qu'il faut qu'on mise sur ce rouage-là demain de transmission d'informations. Et donc je pense que la Cinémathèque a un grand rôle à jouer là-dedans. Et parce que du coup, on voit bien que le rôle associatif, où on a moins de représentants associatifs, et peut-être qu'il faut aller par les résidences, comme vous les organisez, je pense que c'est un bon moyen. Et puis c'est important de faire de la collecte active et non pas passive. Ah oui, voilà. Cécile, pour la ZAD, tout est conservé. Ils ont un centre d'archives qui est extraordinaire. Ils sont très organisés en fait. Il y a du dépôt légal déjà pour les sites internet qu'ils ont réalisés, donc il y a déjà des choses. Je vous propose de passer à la projection peut-être. Oui, effectivement, et de garder une collecte qui soit active et puis de garder une relation aux déposants aussi dynamique et de savoir repérer quels sont les réseaux aujourd'hui qui tournent et produisent toujours. Là, nous vous proposons un exemple de ce que nous sommes susceptibles de recueillir et de valoriser. Et nous avons parmi nous trois cinéastes d'un club du pays de Rennes, le Vidéoclub de Cesson-Sévigné, qui est un des meilleurs du Grand Ouest. Monsieur Lelièvre du Rox et Monsieur Guy. D'accord. Et voilà, nous vous proposons donc l'extrait d'un documentaire d'amateur. Cécile Petit-Vallot le disait très bien, le film de famille est un des genres du cinéma en amateur. Là, c'est un documentaire très élaboré, tourné par monsieur Michel Lelièvre, en format numérique. Il a tourné ce film-là sur 2 ans, entre 2015 et 2016. Voilà, pour dire que nous sommes sur une histoire très récente. Ce documentaire, d'après le collecteur que je suis, est un document pour la mémoire, d'ores et déjà. Il nous raconte en quelques mots, il s'intitule Dorius Cluse, les portes de l'écluse, et il nous raconte la fabrication de portes d'écluse en bois à l'atelier de Saint-Germain-sur-Risle. C'est portes d'écluse du canal d'Illérance. Voilà. Donc c'est un véritable documentaire historique. Monsieur Lelièvre, lui, il a commencé sa carrière de cinéaste amateur en Super 8, si je ne me trompe pas, au Club des amateurs cinéastes de Rennes, dans les années 1970. Et il est de ceux qui, au Vidéoclub de Cesson-Sévigné, n'ont jamais cessé de tourner. Donc on a aussi cette filiation-là entre cinéma argentique et ce cinéma numérique d'aujourd'hui, avec des auteurs comme vous. Donc il a déjà déposé des œuvres à la Cinémathèque de Bretagne. Et pour nous de questionner ces réseaux-là, qui nous sont déjà assez accessibles, est important aujourd'hui pour recueillir des images vidéo, par exemple. Donc voici un film qui là a été tourné avec de sacrés moyens, on dira, avec un drone, par exemple,
un drone d'un de vos adhérents, là, Pascal Schramm, qui est un des plus jeunes, je crois, de votre équipe. Et vous étiez 3 autres opérateurs sur ce tournage. Donc un tournage voilà, très, très élaboré, avec toute une recherche aussi historique, toute une première partie que vous ne verrez pas, hein, très historique, et puis tout un dispositif aussi de réalisation avec, encore une fois, des outils très perfectionnés, très techniques. Voilà, donc là, nous sommes sur de la HD, hein, pure HD. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup aux invités, Florence Balzin, Cécile Petit-Vallot. Merci. 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 Merci Jean-François. Merci. Au revoir et à très bientôt.